Bénin. Personne n'est convaincu par le pseudo-coup d'État contre Patrice Talon. Près de 2 semaines après la tentative de putsch annoncée par les autorités béninoises, qui a entraîné l'arrestation de l'ancien ministre des Sports ainsi que de plusieurs autres personnalités, l'opposition se fait entendre en dénonçant un flou artistique autour de ce dossier. En effet, c'est le sentiment général aux points cardinaux du pays. Personne ne croit en cette affaire, tant le ridicule autour des putschs imaginaires devient la méthode favorite des dictateurs africains pour écarter leurs opposants. Une méthode partagée qui devient un classique de Cotonou à Abidjan. Dans ces deux pays, la moindre contestation, la moindre marche, le moindre avis sur la gestion du pays devient un, et je cite, trouble à l'ordre public. Ceci est l'atmosphère depuis l'avènement de ces deux dictateurs à la tête de ces deux pays. Alassane Ouattara et Patrice Talon considèrent leurs différents pays comme leur chasse gardée. Ils y font le soleil et les intempéries. L'affaire du prétendu coup d'État n'est pas seulement une technique pour écarter les opposants, mais elle sert également à masquer des enjeux de pouvoir plus profonds. Le flou entretenu autour des faits permet aux autorités de manipuler l'opinion publique et de créer un climat de peur généralisé, empêchant toute forme de contestation. En s'appuyant sur ces stratégies, les dictateurs Talon et Ouattara renforcent un état de surveillance permanent où la répression devient la norme et les libertés publiques se réduisent comme peau de chagrin. Selon la famille de M. Olivier Bokor, ce dernier se rendait sur invitation aux environs de 23h47 comme à l'accoutumée, au domicile du président de la République. Alors que M. Olivier Bokor, en compagnie de son épouse, s'avançait, il a été intercepté à hauteur de l'ancien siège de la Sonacop en face de la direction Mouf, 6 à Cotonou, lieu dit Zongo et Ouzou, par un véhicule banalisé dont la plaque d'immatriculation n'était pas non plus apparente. Des individus armés mettant M. Olivier Bokor et son épouse en joue. C'est dans ces circonstances que ces assaillants ont amené M. Olivier Bokor vers une destination inconnue. Alors où nous tenons le présent point de presse, il n'est possible, ni à sa famille, ni à nous-mêmes, ses avocats, de savoir où et dans quel état se trouve M. Olivier Bokor, sans doute privé d'aliments, mais je vous le dis, et surtout de ses médicaments. Or, notre droit positif proscrit l'arrestation et la détention arbitraire, en même temps qu'il garantit à toute personne privée de liberté dans le cadre d'une procédure judiciaire le droit de constituer avocat, de se faire examiner par un médecin de son choix, d'informer et de recevoir un membre de sa famille. Cette violation flagrante des dispositions élémentaires de la procédure pénale se produisent dans un contexte où M. Bokor ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire, pas plus qu'il n'a été visé auparavant, ni par une convocation, encore moins par un mandat d'amener ou d'arrêt. Ces dérives particulièrement graves qui se répètent dans notre état de droit surviennent, une fois encore, en violation de la Constitution, des lois internes, ainsi que des conventions régionales et internationales auxquelles notre pays est parti. La récurrence de ces faits et l'apathie de l'appareil judiciaire questionnent notre état ou notre relation à l'état de droit
et à l'ancrage démocratique dans notre pays. C'est pourquoi nous, avocats de M. Olivier Bokor, 1. Dénonçons son enlèvement par des hommes en armes dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024. 2. Dénonçons la violation flagrante des fondamentaux de l'état de droit. Toute chose de nature à transformer notre pays en un état sans loi et à hypothéquer son attractivité. 3. Exigeons des autorités politico-judiciaires de notre pays des déclarations immédiates quant au lieu et conditions de détention de M. Olivier Bokor et quant aux faits qui lui sont reprochés. 4. Prenons à témoin les instances nationales, régionales et internationales garantes du respect des droits fondamentaux de la personne humaine et de la démocratie véritable, ainsi que le peuple béninois. De tout ce qui précède, il découle nécessairement la nullité absolue de toutes les procédures initiées à l'encontre de M. Bokor, Omeki et Tévoyeur. Voilà pourquoi nous exigeons ici et maintenant sa mise en liberté immédiate, tirée du caractère arbitraire de son enlèvement. Fait à Cotonou, le 24 septembre 2024, nous vous remercions. Cette tactique a déjà été observée dans plusieurs autres régimes autocratiques d'Afrique où l'instabilité présumée devient l'excuse parfaite pour justifier des réformes constitutionnelles ou des prolongations illégales de mandats. Malheureusement, cette brutalité érigée en norme de gouvernance est en train de mettre la sous-région ouest-africaine sans dessus-dessous. Ancien havre de paix relatif, le vieux Grigou, surtout après son troisième mandat inconstitutionnel, va entraîner la sous-région dans un engrenage infernal d'instabilité. En effet, celui-là même qu'on pensait sage s'est révélé être le plus gros dictateur sans la moindre élégance. Ce n'est donc pas une surprise que sa sauvagerie, qui a un certain succès, donne envie à certains apprentis dictateurs comme Patrice Talon. Ces deux hommes ont les mêmes manières, mais surtout l'appétence partagée de la génuflexion devant l'ancienne puissance coloniale. Ils sont prêts à tout pour plaire à la France, devenue la nation occidentale dont l'hypocrisie, le double standard et le double discours horripilent les Africains. Nous attendons que, une fois encore, l'Asie ne double pas la France sur ce terrain, parce que moi j'ai un attachement particulier pour la France. Je ne parle que français, je ne parle pas chinois, je ne parle pas anglais, je ne parle aucune autre langue, c'est mon insuffisance, mais je me sens bien quand je suis avec les Français. Tout comme Alassane Ouattara, Patrice Talon est en guerre ouverte avec tous ses voisins parce que ces derniers ne supportent plus l'ingérence de la France dans la politique et l'économie locale. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. À cela s'ajoute la fragilisation des institutions régionales censées protéger la démocratie en Afrique de l'Ouest, comme la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Lorsque des dirigeants comme Ouattara et Talon parviennent à contourner les règles constitutionnelles sans véritable sanction, cela envoie un signal dangereux aux autres chefs d'État de la région. Cette permissivité vis-à-vis des manœuvres antidémocratiques encourage une instabilité croissante et mine les efforts de stabilisation régionale, créant un climat où la légitimité des gouvernements est sans cesse remise en question. Au Bénin, l'annonce d'une tentative de coup d'État déjoué pose juste la question de l'après-Talon.
une tentative de coup d'État sur fond de guerre de succession. La question qui a été posée par M. Loko, qui demande si Olivier Boko est candidat, ça rejoint aussi la question qui a été posée par vous concernant, concernant ce que le président de la République a dit au lendemain de son discours sur l'état de la nation. Il a dit que c'est son avis, mais que lui ne sait pas s'il est candidat. Moi-même, je suis incapable de vous dire s'il sera candidat ou non. Je suis incapable de vous le dire. Mais aujourd'hui, quand je regarde la scène politique, aujourd'hui, d'accord, je ne vois que lui. C'est pour ça que nous, à OB26, nous pensons que c'est lui qui peut nous représenter valablement. Vous avez déjà dit qu'il y a 5 ans, vous avez fait une expérience et que vous êtes encore là à attendre. Donc, c'est un indicateur qui montre que nous ne pouvons pas aller dans ce sens. C'est pas nous. Oui, c'est un indicateur, puis c'est vous-même qui l'avez dit. Vous voyez un peu, comme vous avez déjà fait avec certaines personnes. C'est un indicateur pour nous. Donc, nous pensons aujourd'hui que celui qui peut effectivement conduire, continuer à faire ce qui est en train d'être fait, pas sur tous les plans, sur certains plans, il y a des choses à revoir. Donc, nous pensons que celui-là, c'est Olivier Boko. Nous allons vers une élection, on aura des candidats à soutenir, l'opposition aura son candidat, la mouvance, enfin, il y aura beaucoup de candidats. Donc nous faisons un choix dès maintenant. Ce n'est pas interdit qu'on fasse un choix. Donc c'est pour ça que nous sommes derrière Olivier Boko. Si demain, il décide de ne pas être candidat, nous allons en tenir compte et ça ne suppose pas ou ça ne veut pas dire que nous allons nous retirer de la vie politique. Au contraire, nous devons continuer à rester dans le champ politique. Quand vous allez rester derrière les autres tout le temps et que vous faites tout le temps comme vous le dites là, quand est-ce que vous obtiendrez ce que vous voulez? Donc il faut comprendre, si vous ne comprenez pas ça, c'est extrêmement grave. Il faut comprendre que ce n'est que ce que vous-même, vous avez préparé politiquement. Ce à quoi vous avez travaillé. Vous devez comprendre que c'est ce que vous avez mis en place vous-même. Ce n'est que ça qui peut vous générer du profit en politique. Tout comme Alassane Ouattara l'avait fait en Côte d'Ivoire, à savoir écarter tous les candidats pour se positionner pour un 3e mandat illégal, Patrice Talon en fait de même. Il veut certainement se maintenir au pouvoir. Bientôt émergeront les concepts de stabilité du Bénin, ou bien celui de Talon doit finir ce qu'il a commencé. Opposants emprisonnés ou en exil, répression de l'opposition, coup d'État institutionnel, etc. Depuis plusieurs années, le Bénin de Patrice Talon est devenu un État autoritaire. Du mandat unique à la présidence à vie, comme Alassane Ouattara, qui avait aussi seulement demandé 5 ans. Mes chers compatriotes, j'ai parcouru le pays du sud au nord, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, pour vous écouter. Vous m'avez accueilli chez vous. Vous m'avez ouvert votre cœur et nous avons parlé de vos difficultés quotidiennes et de vos espoirs. Je n'oublierai pas de sitôt Madame Amena Louise, épouse Konan. Elle est mère de 5 enfants et son mari est au chômage depuis 2005. Pour soutenir sa famille, elle s'est lancée dans le commerce de produits vivriers. Dès 4 heures du matin, elle est déjà sur pied. Je suis dans le vivrier. Je vais chercher la banane, les aubergines, le piment, j'envoie et aussi je place sur des tables. J'en donne aussi aux femmes. Elle se déplace dans plusieurs villages pour aller chercher des produits. Et Madame Konan Louise n'est pas seule dans ce cas. Dans la seule ville d'Abidjan, elles sont plus de 540 000 à se battre pour prendre soin de leur famille. Vendeuses d'aloko, de placali, d'atcheke et de commerces divers, ces Ivoiriennes courageuses rencontrent d'énormes difficultés. Et la moitié d'entre elles gagnent moins de 25 000 francs CFA par mois. Nous avons des difficultés. Nous n'arrivons même pas à joindre les deux groupes. Nous avons nos enfants à scolariser. C'est très difficile. Nous avons besoin de soutien. Et pourtant, chaque jour, ces femmes font face aux taxes, aux rackets et au coût du transport qui ne cesse de grimper.
Femmes de Côte d'Ivoire, vous avez donné. Et vous continuez de donner beaucoup. Mais rarement, vous avez reçu. Pendant 10 ans, votre panier n'a fait que se vider pour être rempli de promesses, de vents, de déceptions. Femmes de Côte d'Ivoire, c'est pour vous que je me présente à l'élection présidentielle. Car pour vous, j'ai des solutions concrètes. Nous allons vous aider à entreprendre des activités génératrices de revenus. Au total, 100 milliards de francs CFA vous seront consacrés, dont 50 milliards pour financer vos projets. Parce que votre santé est importante, nous comptons relancer le programme de planning familial. Dans notre pays, 810 sur 100 000 meurent en accouchant. C'est inacceptable. C'est pourquoi les frais d'accouchement seront gratuits avec moi, pour que plus jamais aucune femme ne perde la vie en mettant un bébé au monde. Madame Conan-Louise, Tanti Akissi de Port-Boué 2, femme de Côte d'Ivoire, vous toutes, c'est ensemble, dans la paix, que nous allons redonner à notre pays sa grandeur. Femmes de Côte d'Ivoire, j'ai des solutions pour vous, pour vos familles et pour notre pays. Femmes de Côte d'Ivoire, je suis Alassane Ouattara. Donnez-moi 5 ans. Je dis bien 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. En 2020, alors qu'il avait promis de se retirer, Patrice Talon décide de se présenter à nouveau à la magistrature suprême prévue l'année suivante. Mais une fois encore, le président sortant fixe les règles à son avantage. Les opposants sont, un à un, écartés par la Cour constitutionnelle. Certains d'entre eux sont arrêtés et emprisonnés. D'autres sont forcés à s'exiler. Maintenant que sa succession est à l'ordre du jour, avec ses 2 mandats constitutionnels à terme, à quoi répond cette traque d'opposants, si ce n'est pour préparer un 3e mandat inconstitutionnel? La Chambre d'instruction a refusé d'accorder un avis favorable, donc son avis est défavorable. Je voudrais vous dire que lorsque l'avis est défavorable, il est décisif, il n'est pas consultatif, c'est-à-dire que le gouvernement français ne peut en aucune manière prendre une décision d'extradition. Je voudrais ajouter que cet avis défavorable peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, mais la seule personne à former éventuellement un pourvoi en cassation, c'est le procureur général. Et vous savez déjà les observations du procureur général dans ce dossier. Et donc, je peux conclure que le dossier, en ce qui concerne l'extradition, est définitivement conclu. Le délai du pourvoi est un délai de 5 jours. Et à la suite de ce délai, bien sûr, les mesures de restriction de la liberté, le contrôle judiciaire seront levés et les pièces d'identité ou les documents de voyage seront remis, ainsi que la caution, bien entendu. Ce à quoi il faut penser, ce n'est ni à M. Talon, ni aux personnes ici en cause. Il faut penser au Bénin, en réalité. Ce n'est pas, de mon point de vue, la victoire d'un groupe sur un autre, d'une personne sur une autre. Celui qui a perdu dans cette affaire et qui perd encore, si on y prend garde, c'est le Bénin. Et je pense que en ce jour de 4 décembre, vous savez que le 4 décembre, c'est la date d'accession à la qualité d'État de notre pays, et il faut penser au Bénin. Le droit a été dit, je suis satisfait, mais j'ai une pensée pour mon pays, pour mes concitoyens. Je crois que la démocratie sera sauvée. J'apporterai ma pierre à cela, comme j'ai pensé à le faire depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans. J'en paie un prix fort, mais je suis heureux de payer ce prix. Merci. Que la démocratie est encore très fragile en Afrique et qu'il faut se battre tous pour ça. Quel peut être le prix? Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.